Salut, c'est Doc, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposé. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler de blockchain. Bon visionnage à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler rapidement du principe de base de blockchain, de où ça sort, comment ça a été créé. On verra ensuite un petit peu comment ça fonctionne. On va pas rentrer dans les détails techniques, on va juste faire une vue macro. Et ensuite, on verra quelques cas d'usage pour terminer. Allez, c'est parti, hop! Alors, une blockchain, qu'est-ce que c'est? On peut voir ça comme une espèce de grand livre. En fait, c'est un registre de faits dans lequel tout le monde peut venir lire ce qui est inscrit. Et c'est également immuable, c'est-à-dire qu'il est impossible de venir effacer des faits qui sont inscrits dans la blockchain. Je prends l'exemple d'un livre, car en fait ce sont des blocs, et on peut voir chaque bloc comme une page de livre. Chaque bloc étant lié à un précédent et à un suivant, comme les pages d'un livre. Mais de où sort cette technologie? Elle a été inventée avec le Bitcoin, créé par Satoshi Nakamoto. Personne ne sait qui c'est, certainement un groupe de personnes étant donné la complexité de la chose. Ça a été inventé suite aux crises des subprimes de 2008. Le but était de créer une monnaie décentralisée pour ne plus dépendre des banques. On peut un peu comparer ça à l'email et Internet. Impossible de créer l'email sans Internet. La blockchain est donc une composante de Bitcoin. Elle se repose également sur le protocole Internet pour fonctionner. Alors comment ça fonctionne? Plutôt que d'avoir un registre centralisé, comme on peut avoir à l'heure actuelle, détenu par une entreprise ou un État, blockchain, comme on l'a vu, c'est plusieurs registres qui sont donc décentralisés. Tout le monde possède donc une copie du registre. Toutes ces copies sont reliées entre elles afin de faire circuler l'information, ce qu'on appelle le réseau peer-to-peer. N'importe qui peut venir écrire sur l'un des nœuds, l'un des registres décentralisés, et une fois qu'il y a noté l'information se propage sur les autres copies. Ainsi, tout le monde possède le même niveau d'information sur ce qui était écrit dans ce registre de faits. Il suffit simplement de se connecter à un des nœuds, d'y écrire, et l'information se réplique ensuite. Bob fait le ménage pour Pat. On inscrit l'information dans le registre. Pat va donner 10 € à Bob pour le remercier d'avoir fait le ménage. On l'inscrit également dans le registre. Toutes ces informations vont ensuite être répliquées et n'importe qui pourra vérifier que Bob a bien fait le ménage pour Pat et que Pat lui a donné en échange 10 €. Bob est donc en possession de 10 €, mais il doit 10 € à Sheldon et 10 € à Carlo, et il n'a pas envie de refaire le ménage pour Pat. Il se demande donc s'il n'y a pas un moyen pour tricher. Idée de génie de Bob, il se dit qu'il va inscrire sur deux registres différents, sur le premier comme quoi il rembourse Sheldon et sur le deuxième comme quoi il rembourse Carlo. C'est ce qu'il fait et l'information va ensuite se diffuser sur tous les registres, ainsi les deux devraient être remboursés. On va voir maintenant qu'est-ce qui se passe dans ce genre de circonstances que l'on appelle une double dépense. Dans un registre, il existe deux types de blocs. Les blocs validés, avec des faits qui sont déjà validés et sur lesquels on ne peut pas revenir, qui sont donc immuables, et les blocs en attente de validation. C'est là où on vient stocker les nouvelles informations entrantes. Toute information entrante dans un bloc en attente de validation est vérifiée via les anciens blocs, mais via également les nouvelles informations qui pourraient venir dans ce bloc de validation et qui seraient en contradiction avec l'une des informations déjà stockées. Voyons maintenant qu'est-ce qui se passe quand la deuxième information arrive. Écoute, fais pas le malin, c'est pas possible, c'est pas possible. Et du coup, comment valider la transaction? Comment savoir laquelle des deux va être bonne? Qui va être payé? Sheldon ou Carlo? On pourrait se dire qu'il suffit simplement de prendre le nombre de registres qui comporte le plus de transactions en faveur de Sheldon ou en faveur de Carlo. Ah oui, mais si c'est un nombre pair et que c'est moitié-moitié, 50-50, exactement, comment on fait? Eh bien en fait, peu importe le nombre de registres qui ont enregistré telle ou telle information, c'est via un algorithme mathématique que l'un des registres va être sélectionné pour pouvoir diffuser son bloc en disant voilà, c'est moi qui ai été choisi, donc toutes les informations qui se trouvent dans mon bloc temporaire sont maintenant dites comme définitives. Si vous n'avez pas exactement ces informations-là, merci de les mettre à jour
selon mes informations. Les voici, je vous les transmets. Et donc du coup, tous les blocs apparaissent comme validés pour Carlo. Et c'est donc Carlo qui va recevoir les 10 euros et Sheldon ne sera pas payé et devra attendre que Bob daigne refaire le ménage pour Pat et se faire repayer. Vous ne comprenez pas grand-chose en informatique, mais vous savez qu'il y a des hackers qui ne se servent jamais de leur souris, seulement du clavier, qui font des trucs de fou, vous en avez vu dans plusieurs épisodes. Et bien vous feriez mieux d'ouvrir des livres, parce que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Je vais vous faire voir maintenant comment c'est vraiment sécurisé cette histoire, et que ce n'est pas une histoire de je fais des clics-clics sur mon clavier et j'arrive à tout pirater. Du coup, la sécurité de la blockchain, ça fonctionne comment? Comment on peut être sûr que les informations marquées dedans ne peuvent pas transformées par la suite, manipulées, comme on peut souvent voir dans les séries américaines, mais aussi dans la vraie vie. Les histoires de manipulation, etc., de faux documents et autres. Eh bien, la sécurité de la blockchain repose sur le hash. Non, pas celui-là. Je parle d'un hash numérique. Il faut voir ça comme une empreinte digitale. C'est quelque chose qui est unique. Je vais prendre l'exemple du hash MD5, très connu en informatique, pour vous montrer comment ça permet de rendre quelque chose d'unique. Je vais écrire le mot bonjour et le passer dans un hash MD5. Voici le résultat. Bonjour avec un B majuscule, comme vous l'aurez remarqué. Et si je l'écris avec un B minuscule, voici le résultat du hash. Comme on peut le constater, les deux hash sont complètement différents. Ce n'est pas juste un chiffre ou une lettre qui diffère, mais l'ensemble complet. Autre exemple, si je rajoute juste un espace à la fin de bonjour, c'est pareil, le hash est lui complètement différent. Cela permet donc de rendre n'importe quoi unique, c'est une signature numérique. Alors, comment ces hashes permettent de sécuriser la blockchain? Chaque bloc qui vient d'être validé fait un hash de l'ensemble des faits qui sont consignés dans ce bloc et qui vient signer en bas de bloc les transactions qui ont été validées. Et c'est grâce à ce hash que le bloc suivant va démarrer. Il va reprendre la signature de bloc précédent et commencer à mettre toutes les nouvelles informations arrivant dedans jusqu'à ce qu'elles soient validées, etc., etc. De ce fait, si n'importe qui s'amuse à modifier sur un registre les informations d'un bloc passé, la modification est immédiatement détectée et vu qu'il y a plusieurs registres de blockchain, l'ensemble des autres registres peut tout de suite signaler qu'il y a un fraudeur sur la blockchain et celui-ci sera donc écarté et la blockchain sera préservée. Le premier cas d'usage créé avec la blockchain, c'est la finance, avec Bitcoin forcément. Mais il faut savoir que par exemple l'Europe réfléchit très sérieusement à créer son euro numérique, donc basé sur la blockchain. Cela permet de faire de la validation documentaire pour graver dans le marbre des documents signés entre plusieurs parties. Prochainement, il y a des élections aux États-Unis. Ils réfléchissent également très sérieusement à mettre ce système de vote sur blockchain afin d'éviter les problèmes de tricherie qu'il y a pu y avoir de ça il y a quelques années. Cela permet également de faire du suivi de produits ou d'entretien, etc. Par exemple, PSA vient de sortir son carnet d'entretien sur la blockchain afin de ne plus pouvoir tricher sur l'entretien de sa voiture. Mais il permet également de protéger des œuvres d'art et ses ayants droit. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est le moment de vous faire mon petit coup des yeux doux pour avoir mon petit pouce bleu, que vous vous abonniez si vous voulez recevoir les nouvelles vidéos. Mais vous savez l'essentiel, c'est de partager l'information, car le partage du savoir, c'est ce qui est le plus important. Bon ok, un petit bat, ça ferait plaisir aussi. Allez, salut! J'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre comment fonctionne une blockchain, car il faut s'attendre à ce que cette technologie révolutionne notre avenir autant qu'Internet a pu le faire jusqu'aujourd'hui. Bien entendu, s'il y a encore des choses qui sont floues pour vous, que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Sur ce, je vous souhaite de bien dormir, bien reposer vos neurones et à une prochaine. Ciao!